démarrer, Inch'Allah. Donc, en tout cas, soyez tous le bienvenu dans ce webinaire unique dans lequel nous avons la chance de croiser deux regards très riches et expérimentés dans le domaine de la radiologie. Les deux regards sont des regards internationaux parce que les deux participants ont travaillé à l'international dans différents endroits, donc ce qui le rend riche, plus un ancrage local avec le professeur Ziwa qui est un grand spécialiste de la radiologie et que je vais présenter après, avec ayant un ancrage au Maroc et un retour d'expérience sur les cas détection et dépistage de COVID-19. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter de l'acquisition au post-traitement. Nous allons couvrir 5 thèmes pendant ce webinaire. Le premier thème, c'est l'état des lieux de la prise en charge des patients COVID-19 et notamment le rôle de la radiologie au travers des cas réels depuis le début de l'épidémie avec le professeur Ziwa. Ensuite, nous allons essayer de voir aussi le rôle et la contribution majeure du scanner comme un mode de dépistage et de diagnostic versus les autres méthodes avec Xavier. Ensuite, on va réatterrir au Maroc en parlant des cas cliniques de prise en charge des patients au Maroc depuis le début de l'épidémie en mars jusqu'à aujourd'hui. Et qu'a-t-elle fait la radiologie pour permettre justement une détection et un dépistage précoce? Ensuite, nous allons aller aussi, et on a la chance d'utiliser un des logiciels qui a été développé et unique dans son genre dans le monde pour la détection de COVID-19, un logiciel développé par notre partenaire chinois Newsoft, que je vais présenter après avec des cas cliniques, une base de données de cas cliniques. Et à la fin, on terminera sur l'usage de l'intelligence artificielle et notamment les algorithmes de deep learning pour l'acquisition et le post-traitement des cas cliniques, d'ailleurs, qui est valable pour le COVID-19 et non patients non COVID-19 aussi. Donc, sans tarder, je tiens à présenter les deux intervenants qu'on a eu la chance d'avoir aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir le professeur Tawfiq Ziwa, qui est du Centre de radiologie Victor Hugo à Marrakech, basé à Marrakech, dans de Sani Marrakech. Et d'ailleurs, il fait beau à Marrakech aujourd'hui, qui est praticien certifié des hôpitaux de France Val-de-Grâce, ancien spécialisé en imagerie thoracique et ancien radiologue des hôpitaux des Forces armées royales marocaines. Très longue expérience de la pratique de la radiologie avec un super recul qui va partager avec nous de manière le plus claire possible. Ensuite, nous avons aussi la chance d'avoir Xavier Gorges, qui est Chief Clinical Research, qui fait beaucoup de recherches, est un radiologiste diplômé du Canada. Xavier a à son actif plusieurs années d'expérience dans la radiologie, un passionné de la radiologie. Dès qu'on lui parle de radiologie, il ne s'arrête pas et c'est un très bon signe. Mais là, je suis l'animateur, donc je vais devoir t'arrêter, cher ami. Tu vas m'en excuser d'avance. Alors, il travaille actuellement sur de nombreux projets de mise au point de nouvelles, je dirais, de nouvelles gammes de solutions, très, très haut de gamme de radiologie pour Newsoft, notamment pour des solutions pour le milieu universitaire, mais également pour les praticiens et les centres de radiologie. Alors, sans tarder, je vais présenter rapidement juste Promamec, votre partenaire Promamec qui est un des leaders des dispositifs médicaux au Maroc. Donc, Promamec, c'est une société qui est créée en 1981. Nous équipons les cliniques et les CHU du Maroc de A à Z, que ce soit des besoins radiologie, bloc opératoire et le consommable. Quand vous rentrez dans une clinique, on fait quasiment tout ce que vous retrouvez à l'intérieur d'une clinique, que ce soit consommable ou équipement médical. Et notre job, vraiment, un des éléments les plus importants pour nous, ce n'est pas simplement de mettre à disposition des professionnels de la santé les meilleures technologies innovantes et les plus compétitives, mais également de les accompagner afin de les utiliser de la plus belle manière dans la perspective de mieux soigner leurs patients en toute sécurité et en apportant, je dirais, la meilleure précision et la meilleure prise en charge possible des patients. Donc, on n'est pas tout simplement juste un intégrateur de solutions médicales, nous sommes aussi un acteur qui travaille avec des médecins et des chirurgiens pour accompagner aux meilleurs usages en respectant les référentiels internationaux selon le domaine d'expertise. En l'occurrence, dans ce cas-là, nous parlons aujourd'hui de la radiologie. Alors, sans tarder, je vais passer la main au professeur Ziwa, qui va nous parler, qui va répondre à la première question qui est, professeur Ziwa, vous avez vécu l'épidémie à Marrakech, qui est d'ailleurs un des foyers les plus importants malheureusement au Maroc de COVID-19. Pourriez-vous nous parler de l'état des lieux de la prise en charge des patients COVID-19 depuis son apparition à ce jour?
Je remercie infiniment à mon tour Morad, Monsieur Xavier, et je suis là aujourd'hui pour présenter un petit peu mon expérience et point de vue sur le Covid-19. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je ne suis pas là pour et je m'adresse aux radiologues, je ne suis pas là pour vous apprendre qu'est-ce que c'est que le Covid-19, qu'est-ce que c'est que les manifestations radiologiques, mais je suis là pour faire une approche entre radiologue, expérience et constructeur. Comme vous savez tous, le premier cas de Covid-19 a apparu en Chine à Wuhan en décembre 2019. Et comme vous connaissez, le coronavirus 19, le Covid-19, ce n'est pas le premier coronavirus qui atteint l'homme. Il s'agit du 7e coronavirus qui a affecté l'homme, tout en parlant dans l'historique du syndrome de détresse respiratoire en Chine. En 2012-2013, en Arabie Saoudite, l'atteinte du corona. Mais en France, le premier cas a été détecté en janvier 2020 et avant de se propager au niveau de toute l'Europe et au niveau de tous les États des États-Unis pour être déclaré comme une pandémie en mars 2020 par l'Organisation mondiale de la santé. Actuellement, on est presque 5 millions de patients qui sont atteints avec une mortalité globale qui atteint 0,2-0,3, mais qui peut passer à 3,5% chez des patients qui ont des formes graves et hospitalisés au milieu de réanimation. Slide, s'il vous plaît. Le Covid-19, comme vous connaissez tous, c'est un syndrome grippal qui ne diffère pas d'une simple grippe. Et comme vous voyez, selon cette étude, donc les symptômes les plus fréquemment rencontrés comme une grippe simple, c'est la fièvre, myalgie, céphalée, avec quelques particularités, une anosmie qu'on peut retrouver, mais surtout des signes neurologiques et des signes cardiovasculaires qui ont accompagné et qui ont montré la gravité de ce Covid-19 par une atteinte vasculaire. Dans la majorité des cas, le Covid-19 il est asymptomatique dans 30 à 60% des cas, heureusement, mais 20% peut être des formes qui nécessitent une hospitalisation et dans 5%, on peut passer à une hospitalisation au service de réanimation. Slide suivant, s'il vous plaît. Un cas particulier des enfants qui n'ont pas été épargnés aussi de ce Covid-19, mais quand on voyant les études qui ont été menées dans ce contexte, heureusement, donc les cas sont très peu représentés, malgré ce qu'on a vu dernièrement avec une atteinte associée du Covid-19 avec le syndrome de Kawasaki, mais ça reste toujours une forme très peu et le pourcentage d'atteinte des enfants reste très restreint, heureusement. Donc, je reviens rapidement sur l'indication de l'imagerie médicale en matière de Covid-19. Et comme vous connaissez tous, je n'ai pas à vous apprendre ça, nos collègues radiologues, il n'y a pas d'indication d'imagerie sur le Covid-19 chez les patients qui sont asymptomatiques. Par contre, chez un patient qui présente des symptomatologies suspectes, le scanner reste le seul examen à réaliser. Et donc, en matière des symptômes qui sont respiratoires, modérés ou qui sont sévères, l'indication s'impose. Au départ, on a commencé à faire des scanners sans injection, mais après, quand on a connu un petit peu que l'atteinte est vasculaire, on a changé un petit peu les habitudes. Et comme le patient il passe au scanner, on fait d'emblée une injection à la recherche des signes associés. Mais ça reste toujours des études, ça reste toujours des habitudes de chaque centre et de chaque société savante. Donc, chez les patients ayant déjà présenté un Covid-19 et qu'on voit que leur symptomatologie s'aggrave, c'est-à-dire qu'elle présente une détresse respiratoire avec une désaturation et une baisse de pourcentage de l'oxygène, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à refaire un scanner et l'injecter pour la recherche, dans ce cas, d'une embolie pulmonaire qui est le diagnostic le plus à évoquer en se référant avec les données de la clinique, bien sûr, et la biologie avec une augmentation de la D-dimère. S'il vous plaît. Je n'ai pas à vous apprendre, mes chers collègues radiologues, donc les images retrouvées en premier au niveau du Covid-19 et ça a été rapporté par la Chine au départ. Il s'agit donc des opacités envers des poulets uniques ou multiples, unies ou bilatérales, qui siègent de façon le plus souvent en siège périphérique et prédominent au niveau des lobes inférieurs. Donc ça, c'est la sémiologie classique pour faire le diagnostic d'un Covid-19.
Parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle des patients qui sont Covid-19 avec des lésions envers des polyps bilatérales, mais aussi une atteinte plurilobulaire. Il se manifeste par des il va y avoir des épaississements interceptaux linéaires qui va atteindre la majorité des lobes lobulaires et qui vont réaliser un aspect de crazy pavine. Donc, le diagnostic, il est plus facile. Parfois, vous retrouvez là où c'est marqué la flèche, on peut retrouver des images qui sont de topographie subpleurale qui peuvent induire une erreur devant un infarctus de pulmonaire qui accompagne une embolie pulmonaire. Donc, un infarctus pulmonaire, comme vous savez, il n'est pas vascularisé. Et quand vous voyez devant ces plages, on arrive à voir des vaisseaux à l'intérieur de ces plages en verre des poulets qui permet ainsi de faire un petit diagnostic sémiologique entre embolie pulmonaire et une atteinte COVID. Diapo, s'il vous plaît. Là, c'est juste pour rappeler que le scanner s'est imposé comme le moyen de diagnostic au départ et sur une étude qui a été réalisée sur 51 patients, on retrouve que les 15 patients présentant une PCR qui était négative, ils ont un scanner qui était positif. 35 patients avec une PCR positive et scanner positif et un seul de ces patients qui avait une PCR positive et un scanner qui était négatif. Ça, c'est pour vous dire que le diagnostic s'impose et le scanner a mis sa place pour dire voilà, tout en sachant aujourd'hui que la radiographie standard, que je n'ai pas parlé, et l'échographie, ne présente aucun intérêt pour faire le diagnostic de ce COVID-19. Là, je ne vais pas tarder, c'est juste pour une introduction pour laisser la parole au docteur Xavier. Comme vous connaissez tous, donc l'atteinte pulmonaire a été quantifiée et plusieurs études, notamment la Société française de radiologie, en établant des comptes rendus qui sont types pour classifier cette atteinte. Le plus souvent, cette atteinte, elle est basée sur le visuel et comme vous allez voir, on a des logiciels qui ont permis de quantifier un peu plus important par rapport à notre visuel. Et ce visuel, il dépend aussi de radiologues et dépend d'une expérience pour être qualifié et ne pas faire des erreurs de quantification. Et je pense que je vais laisser la parole au docteur Xavier pour en parler sur le côté suivant. Oui, alors, sans tarder, on passe à Dr Xavier qui va nous parler maintenant pourquoi le scanner permet un diagnostic précis versus toutes les autres méthodes qui ont été utilisées pour la détection et dépistage du COVID-19. Alors, tout d'abord, salam alaikum à tout le monde. Bonjour tout le monde. Un petit coucou de la France. Je remercie Mounir et le professeur Ziwa. Tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Mounir. Bien sûr. Alors, comment ça s'est passé au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de la Chine? Bon, ça, vous savez que ça a été le branle-bas de combat. La société a dû développer très rapidement en urgence des boîtes, des box dans lesquelles se situent tous les modèles de scanners de chez Newsoft qui ont été distribués pour un certain nombre gratuitement à travers le monde pour pouvoir aller dans les montagnes les plus reculées. Voilà. Donc, on en est arrivé à développer ces box qui sont sur camions mobiles, qui ont été envoyés à travers le monde entier. Et on a aussi développé du coup un logiciel d'aide à la détection et au suivi des patients atteints par le Covid-19. Tout s'est passé très rapidement, on a dû réagir, stopper tous nos développements qui étaient déjà en place pour passer sur une orientation typée Covid. Donc ça a managé ça a pris en compte toutes les équipes. Très bien. Donc on a installé dans le plus grand hôpital de Chine, dont je n'arriverai pas à prononcer le nom, m'en veuillez pas respect pour tout le monde. Donc dans cette machine-là, sur cet hôpital, on avait positionné un scanner News Glory qui est un 256 coupes, mais toutes les machines de la gamme du 16 coupes au 256 coupes actuelles, il est possible de les positionner dans ces containers qui peuvent être déposés de manière mobile, bien sûr, via camion et envoyés par avion.
On n'a pas encore mis en place avec le prochain monstre en scanner. C'est normal, il faut nous laisser encore quelques mois de développement. Super. Nouvelle slide, Mounir. Super. Donc, professeur Ziwa, on revient professeur. Donc, pour la prise en charge des patients au Maroc, est-ce que vous pouvez partager avec nous l'évolution de la détection et dépistage de COVID-19 à partir de mars, où on a connu les premiers foyers au Maroc et de surcroît à Marrakech, dans lequel vous localisez, les différents cas cliniques et surtout l'évolution de notre intelligence et notre capacité à détecter le plus rapidement possible avec le plus gros taux de réussite possible. Donc, suivante, s'il vous plaît. Donc, au fait, j'ai une petite expérience à partager avec vous et ça a démarré, je pense que le Maroc a fermé ses frontières le 15 mars et c'était par les directives de Sa Majesté Mohamed VI, Allah Yansro, ainsi que et c'est de là, je suis fier d'être marocain, je suis fier de notre roi et je suis fier de toutes les autorités compétentes qui ont donné qui ont respecté ces décisions et qui ont fermé les frontières en se référant au taux de mortalité qui a été enregistré jusqu'à aujourd'hui au Maroc par rapport aux chiffres qu'on a rencontrés, qu'on retrouve aux États-Unis et qu'on retrouve en Europe. Donc là, on ne peut que saluer les compétences et les directives royales et les directives de nos autorités. Donc, si je reviens sur ma petite expérience, moi je travaille dans une structure à Marrakech et comme vous voyez, le premier cas que j'ai reçu, ce sont des cas qui sont de service où je travaille et comme vous voyez, les premiers cas ont été, moi j'ai détecté ça le 13 mars. Et depuis le 13 mars, donc on avait déjà les idées qu'au niveau de ce qui a été écrit au niveau de la Société française de radiologie, au niveau de la Chine, donc on connaissait très bien la sémiologie de ce Covid-19 et rapidement on s'est installé et on a fait une unité d'urgence, une unité qui a permis d'accueillir ces gens et tout patient qui arrive à notre structure est considéré comme Covid positif. Donc, le médecin d'urgence, il fait l'interrogatoire, il prend toutes les mesures disponibles pour être protégé. Et à chaque fois qu'il y a des sites qui font appel à cette installation aiguë qui fait orienter vers un Covid-19, on va passer le patient au scanner. Donc, ceci a commencé au mois de mars et comme vous voyez, il y a toujours des images qui peuvent m'aider de rappeler. En passant au mois de slide, s'il vous plaît. Donc, les cas qu'on a vus au mois de mars, c'était des cas qui sont un petit peu débutants, mais au mois d'avril, on a commencé à avoir des cas plus graves avec extension des lésions et parfois, chez la troisième image que vous voyez, c'est des bronchiectasies, c'est un sujet qui est jeune et c'est là on se demande donc les conséquences de ce Covid-19 avec une installation des séquelles de fibrose pulmonaire qu'on voit déjà à cette phase avec des bronchiectasies et donc on ne sait pas actuellement l'évolution et le post-suivi de ces patients avec les séquelles. Donc, c'est juste pour vous dire, on passe s'il vous plaît à la slide suivante. Alors, au mois de mai, toujours, donc, on recevait des patients avec des arguments forts en scanner qui permet d'orienter ces patients. On a mis donc un dispositif en corrélation avec et en coopération avec la direction régionale de la santé. Donc, on fait des patients et on les détecte positifs et puis on les envoie directement vers les centres qui sont responsables pour confirmer le diagnostic. Et comme vous savez, on était au mois de mars, c'était difficile d'avoir tous les kits de confirmation pour la PCR et à cette époque, je me rappelle, je pense qu'il y avait 2 centres qui faisaient qui font le prélèvement pour attendre les résultats. Donc, ces patients ont bénéficié donc de notre petite expérience d'un démarrage précoce de traitement par la chloroquine et qui a donc permet à ces patients de ne pas atteindre les formes graves et de se contenter avec des formes qui sont peu sévères et qui ont bien amélioré et qui ont été bien
améliorée sous traitement médical. Donc, cette expérience, c'est juste pour dire qu'on a pris l'initiative à travailler sans résultat de PCR pour les envoyer au centre spécialisé et qu'ils démarrent le traitement. Mais dans la majorité des cas, et après avoir les PCR de ces patients, on était une corrélation entre 95% qui a été positive entre le scanner et la PCR et qui se revient aux études qui ont été faites. Slide, s'il vous plaît. Alors, super. Donc maintenant, on va passer vers Xavier. Donc Xavier, je te redonne la main pour utiliser ta station. Peux-tu nous parler maintenant des cas cliniques avec les images venant des différentes bases de données internationales que vous avez collectées à Newsoft dans le monde entier? Mounir, tu peux me changer la slide, s'il te plaît? Ouais. C'est celle-ci. Donc, tu peux… Beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. D'accord. Décalage, peut-être. Non, non, non. Oui, celle-là, 64. La prochaine, 65. Okay. Donc, je vais vous présenter différents types d'images, en fait. Certaines images sont en FBP, c'est-à-dire qu'elles sont retravaillées sans itération. D'autres sont développées, elles ont été retravaillées en imagerie, en intelligence artificielle, en deep learning. Donc ensuite, je vous présenterai aussi un logiciel d'aide à la détection et au suivi qui s'appelle UOIAN. On va changer le nom pour une internationalisation du nom parce que malheureusement, le Covid-19 s'est répandu à l'échelle mondiale. Prochaine slide, Mounir. Donc, actuellement, la plupart pour ne pas dire tous les systèmes, sont actuellement en itération. Donc, le but du jeu, c'est de réduire l'image, mais avec des inconvénients, quelle que soit la marque, avec une perte en résolution spatiale et une dénaturation de l'image. Et on ne peut quand même pas aller chercher de ultra basse dose. L'ultra basse dose ne fait que diminuer. Donc, on est passé sur des nouveaux logiciels qui sont en deep learning, en fait, qui permettent de totalement, je dis bien totalement, annuler le bruit dans l'image sans dénaturer la qualité de l'image. Et on gagne même en résolution spatiale. Donc, on se retrouve avec une image complètement naturelle. Je vais vous proposer différents types d'images et on va les mettre en avant avec le Covid-19. Prochaine image, Mounir. Alors, je vois une superposition d'images. Je vois deux images superposées. Oui, c'est bon. Donc là, on n'est pas dans le cadre du Covid, mais c'est pour vous expliquer comment fonctionnent les conséquences en fait du deep learning. Et nous, ça s'appelle le New AI Denoising. Donc vous avez un exemple vraiment très flagrant d'une patiente qui est suivie pour laquelle malheureusement on a découvert un cancer métastatique. Le primitif était colique. Donc, on a fait la patiente d'un mètre 69, 74 kg. On a fait une acquisition en poussant au maximum le système au niveau de la dose la plus basse. On se retrouve avec un CTDI de 1,3 et une DLP pour un thorax abdomen pelvis de 60 mg. Prochaine slide, Mounir. Je t'entends plus, Mounir. Ouais, très bien. Ah, ça y est. Donc, c'est la même patiente dont on a parlé. Je l'ai réduit au niveau de l'abdo-pelve pour vous montrer les conséquences. L'image sans itération de gauche en FBP classique et une image en New AI Denoising. Voilà le résultat obtenu. Je vous laisse apprécier la pointe du segment 8, la définition, la résolution spatiale. Donc, plus vous diminuez la dose, plus vous augmentez la résolution en contraste. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse dans le cadre du Covid. Prochaine image, Mounir, je vais aller très très vite. Ce sont juste quelques exemples. Donc, un autre patient, même principe, ça lag un petit peu pour moi. Donc, j'ai les images fusionnées. Donc, même principe, vous retrouvez avec une métastase, avec une prise de contraste flash dans le cadre de métastases hypervascularisées sur le foie. Je vous laisse apprécier la résolution spatiale, même si on n'est que sur des images en PowerPoint, on est quand même loin de la qualité d'image d'ECOM. Prochaine slide, Mounir, s'il te plaît.
Même patient en vue coronale. Je vous laisse apprécier l'arborisation artérielle au niveau ombilical, avec une absence de dénaturation de l'image et bien sûr une réduction, pour ne pas dire complète, du bruit dans l'image, avec des doses extrêmement basses. Donc on augmente la résolution en contraste. Prochaine image. On va passer sur des images en parenchyme pulmonaire, en fait, des images qui ont été traitées avec le logiciel qui s'appelle UO-YAN. Donc, ça reste une aide à la détection. Vous restez toujours les médecins radiologues. C'est vous qui êtes c'est vous qui validez votre compte rendu. J'ai quelques petites anecdotes où je regardais des images comme si je les en vue coronale, comme si je les regardais sur une radio des poumons. Et ce logiciel m'a bien aidé puisque je regardais des images en 0,3 mm dans mes différents tests. Et j'ai été focalisé sur une image fibromateuse gauche. Et au final, il y avait une découverte fortuite de Covid pour un patient qui venait pour autre chose. Prochaine image, Mounir. Voilà, c'est justement ce cas d'examen. Donc l'image de gauche, c'est du FBP. Donc l'acquisition, c'est avec un CTDI de 2 mg, patient d'un 1m75, 74 kg. Donc, eh bien, évidemment, mon cerveau s'est fixé sur cette opacité gauche et j'étais sur une image en 0,3 mm. Et donc, j'ai lancé le logiciel, de toute évidence, comme ça, en me disant, bon, on va le lancer, on va tester. Et sur mes coupes en 0,3 mm, il est allé me chercher sur ma vue coronale, il est allé me chercher cette image qui est cerclée dans le poumon droit. Donc, bien sûr, j'ai épaissi ma coupe, je me suis mis en 1 mm et tout est apparu de manière tellement évidente. Donc, c'est du vécu. Voilà. Le logiciel ne fait qu'augmenter en base de données patients Covid. Et donc, c'est un logiciel en deep learning. Donc, ça veut dire que c'est de l'apprentissage en permanence. Et plus vous apprenez, plus vous avez de patients en cas Covid, mais aussi d'autres pathologies, parce qu'il faut différencier le Covid d'autres pathologies. Et meilleure est la précision et meilleure est l'aide pour le médecin radiologue. Prochaine slide, Mounir. Alors là, c'est une acquisition très, très particulière sur un enfant. Le professeur Ziwa a parlé de la typologie et de la sémiologie très rapidement. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps sur le Covid-19 chez l'enfant. Le cas que je vais vous présenter, bien sûr, n'est pas un Kawasaki, un Kawasaki. Donc, c'est une acquisition très, très particulière qui est effectuée avec une machine à 60 kV. Nous sommes les seuls à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, à utiliser du 60 kV. On l'utilise en pédiatrie, mais on l'utilise aussi pour d'autres choses. Mais ça fera l'objet de prochains webinaires. Prochaine slide, Mounir, s'il te plaît. Donc, c'est une acquisition. Alors, ce patient, c'est un temps d'acquisition qui a été effectué en 0,5 secondes. C'était effectué avec une collimation en 8 cm, un 256 coupes. Les images que vous voyez sont encore loin des derniers développements, hein, mais je vous donne ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on est sur un CTDI de 0,7 mg, une DLP de 11,3 qui est basée bien sûr par rapport à un fantôme pédiatrique et pas un fantôme adulte. Donc, c'est beaucoup plus dur. Patient qui n'arrêtait pas de hurler, bien sûr. Cet enfant était en souffrance et donc je vous laisse apprécier malheureusement cette image basale proche du cul-de-sac droit. C'est le développement du Covid-19. Donc vous voyez une image qui a été le plus figée possible. Le but du jeu, c'était d'augmenter la résolution temporelle et de privilégier la résolution temporelle afin de voir qu'il y avait des plages de Covid-19 en verre dépoli. Prochaine slide. Voilà, donc ça c'est professeur Ziwa. Donc on passe à… Merci beaucoup Xavier. Professeur Ziwa, donc nous allons revenir vers toujours le même point, l'intelligence artificielle, et je souhaite que vous partagez avec nous, selon vous, en tant qu'utilisateur final, en tant que radiologue, quel serait l'apport justement je dirais, de l'intelligence artificielle pour vous accompagner à mieux détecter et dépister les patients Covid-19, et peut-être vous pouvez parler aussi de non-Covid-19.
Donc, merci Mounir. Donc, comme j'ai parlé tout à l'heure, nous, le radiologue, c'est la quantification, c'est la plus utilisée, c'est la quantification visuelle. Donc, on dépend de notre expérience, on dépend des compétences et c'est-à-dire de l'expérience pour quantifier, pour voir les images et pour faire un diagnostic. En matière donc, de Covid-19, il y avait plusieurs quantifications qui ont été réalisées. Donc, premièrement, la quantification visuelle. Il y avait la quantification par score. Et vous m'entendez, Monir? C'est bon? Oui, bien sûr, très bien. On t'entend très bien et on voit le slide. Super. Donc, la quantification visuelle, et puis je disais la quantification par score, c'est un peu difficile de l'appliquer. Et puis, on a la quantification par le logiciel. Slide, s'il vous plaît. Ouais. Donc, la quantification par logiciel, je ne sais pas pourquoi il apparaît que voilà. Donc, la quantification, j'ai dit visuelle, la quantification par score qui est un peu difficile et la quantification par logiciel, ce que nous attendons de nos constructeurs. Aujourd'hui, le radiologue se retrouve avec qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez quelque chose en faisant ces caricatures? Ben, écoute, dans la tête du radiologue, il y a tous ces diagnostics qui tournent dans sa tête. Au bout d'un certain moment, il doit faire la différence pour faire un diagnostic pour guider un petit peu la thérapeutique de ce patient. Slide, s'il vous plaît. En matière de COVID-19, donc on était dans une… slide, s'il vous plaît, Mounir. Oui, c'est ça. On est pour le slide, Mounir. Oui, oui. Vous m'entendez, Mounir? Oui, je t'entends très bien. Slide, s'il vous plaît. Est-ce que ça La fait suivante, s'il vous plaît, Mounir. Celui-là ou l'autre? Là, j'arrive pas. Est-ce que c'est… Voilà. Donc, là, c'est bon. Là, pour moi, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, reviens, Mounir, s'il vous plaît. Juste le rafraîchissement, parfois, le temps, il peut être un peu lent. Reviens, Mounir. J'apprends au niveau du rafraîchissement. Là, vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez, Mounir? Oui, on t'entend, oui. C'est très bien. Moi, il est affiché chez moi. Très bien. Donc, comme je disais, le diagnostic, l'énorme diagnostic qui arrive en tête et qu'il faut faire une sélection au bout de 5 minutes, 10 minutes. Donc là, si on part en matière de COVID-19, le radiologue, qu'est-ce qu'il va faire dans sa tête? C'est un petit peu séparer tout ce qui est pathologie aiguë, pathologie subacute chronique. Donc, vous voyez, mais ça reste toujours… Regardez sur la pathologie aiguë qui coïncide avec le COVID-19, on a toujours des diagnostics. Alors, ma question aujourd'hui comme radiologue, est-ce que l'intelligence artificielle pourra aider ce radiologue, mais qui ne pourra jamais le remplacer? Et là, on est bien d'accord. Et c'est un message que je profite pour en passer aux constructeurs, c'est d'avoir l'accès et création des logiciels qui sont très simples à manipuler, qui seront mis gratuitement chez nos radiologues sur les anciennes machines, ce qui nous a été promis par certains constructeurs. Et je pense que j'aimerais bien que les autres constructeurs nous promettent aussi de nous fournir ces logiciels d'une façon très simple pour avoir un petit peu simplifié la gamme diagnostique différentielle. Donc, je laisse les soins au Dr Xavier de nous répondre quelle est la réponse de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, au début, je parle pour ma société, on s'est fixé sur le Covid-19. Ouais. Mais comme vous l'avez extrêmement bien dit, il peut y avoir différentes pathologies qui peuvent être liées toutes ensemble. Donc, le but du jeu, ça va être de faire le tri. Voilà. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça on doit partir d'une base on doit se créer d'abord une banque de données patients. Covid-19, mais on manque toujours de plus de pathologies qui sont elles-mêmes associées à un Covid-19. Donc, excellent. Je préfère vous répondre comme ça, puisque je n'ai pas envie de vous dire qu'on est les meilleurs et les plus beaux du monde. Non, le but du jeu, c'est que vous restez toujours le docteur, mais vous avez votre œil averti et le logiciel, lui, se cible sur le Covid-19. Mais il doit être capable de faire le tri parmi ces différentes pathologies. Donc, je ne vais pas vous le cacher, le logiciel qu'on a produit, qui s'appelle UOIAN actuellement, dont j'espère très rapidement faire évoluer le nom pour l'international, ce logiciel, en fait,
a été développé très rapidement. Donc, on a créé notre banque de données et on est en train de créer une banque de données venant d'un petit peu partout, en fait, pour enrichir cette banque de données avec différentes pathologies. Donc, on est en train de faire le tri en fonction des différentes pathologies pour dire ça c'est Covid, ça c'est pas Covid. Et il ne faut pas oublier aussi que même si le scanner reste le gold standard, il est aussi utile d'avoir une confirmation PCR. Donc, ça permet aussi d'associer la corrélation par rapport à la validation ou invalidation par rapport à notre logiciel quant à la détection du Covid-19. C'est une excellente question, professeur Ziwa. Et puis, je reviens vers toi, Xavier, pardon, Mounir. C'est juste aussi pour dire que ces patients qui avaient le Covid-19, ils peuvent passer au scanner parfois 2-3 fois pour faire un contrôle, pour voir s'il y a une aggravation. Et là, je te remercie infiniment parce que j'ai vu ici, et le souci du radiologue, c'est la dose. C'est la dose des rayons à donner à ce patient parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des scanners à haute dose, à dose maximale. Et là, quand j'ai vu certaines images, ça m'a impressionné de faire un temps record d'un examen en 0,5 secondes, de faire un examen avec une faible dose, une qualité d'image. C'est ça ce que cherche le radiologue. Mais tout ça, ça doit être gratuitement, M. Xavier, hein, pour vos constructeurs et pour les autres. C'est ça, le radiologue, c'est de travailler sur des machines qui sont très simples, sur des machines qui sont accessibles à nos prix et sur des machines qu'on ne va pas augmenter leur prix pour dire qu'on a des logiciels, machin, machin. Non, tous les logiciels que vous allez fournir seront livrés gratuitement à ce radiologue, malgré s'il a des machines qui sont anciennes. Et c'est là qu'on a une coopération entre fournisseurs et qualité d'image. Mais tout ça dans un seul but, c'est le but du patient. Absolument. Alors, merci beaucoup, professeur Ziwa. Donc là, je suis le distributeur au Maroc. On est parti sur le côté. Super intéressant. Alors, effectivement, ça, c'est un volet. Le message alors, pour dire, le message est très bien passé, professeur Ziwa. Vous avez raison. Et je peux vous rassurer que nous, je dirais que d'ailleurs, tous nos confrères aussi dans l'industrie, je parle de Newsoft, mais peut-être aussi d'autres, ce qui nous intéresse tous, c'est vraiment développer des outils qui permettent qui donne les meilleurs moyens pour permettre un dépistage et diagnostic de tout type de pathologie, qu'il soit Covid-19 ou non, dans les meilleures conditions pour les patients. Donc, le volet, effectivement, est-ce que c'est gratuit, pas gratuit, inclus, pas inclus? Est-ce que je peux vous assurer, professeur Ziwa, que nous, en tout cas, avec Newsoft, ce qu'on est en train de faire, et comme vous le savez, si je fais le parallèle par rapport à d'autres groupes chinois, je prends Huawei dans le secteur télécom, qui au début 2000 n'était quasiment inexistant, et aujourd'hui, c'est un des top 2 au niveau mondial en termes de télécom. Donc, la chance que nous avons avec un partenaire chinois, c'est qu'ils sont capables d'investir, de scaler rapidement et de répondre aux besoins le plus rapidement possible parce qu'ils ont je dirais, un marché captif en Chine qui est extrêmement important, 1,5 milliard d'habitants. Donc, vous imaginez, vous inventez un techno d'intelligence artificielle, vous la testez, vous scalez, vous pouvez le tester sur des millions de patients et vous la mettez rapidement sur le marché opérationnel. Ça, c'est une chance que aujourd'hui la Chine, un avantage concurrentiel que la Chine a par rapport à d'autres régions du monde, exception faite de l'Inde qui sont 1 milliard, 100 millions. Et donc, ce que je peux vous rassurer, et numéro 2, aujourd'hui, les 2 acteurs les plus importants dans le monde dans la recherche et développement pour l'intelligence artificielle, je le sais parce que je suis également chercheur associé à l'UM6P dans le laboratoire AI Médecine avec Gabriel Malka et d'autres. Aujourd'hui, les 2 pays qui sont les plus importants, c'est nous avons effectivement la Chine et les États-Unis. Et donc, on a la chance, au travers Newsoft, votre partenaire aujourd'hui, et soyez rassurés que toute nouvelle technologie qui se base sur l'intelligence artificielle, mais plus particulièrement le deep learning, qui est une branche du machine learning, elle sera mise à disposition selon les conditions qui sont, je dirais, selon les conditions optimales sur le marché. Mais on ne peut pas s'engager ni sur la gratuité, sur autre chose. C'est un autre volet qu'on pourra traiter ensemble en dehors du webinaire. Mais le message est très bien passé, professeur. On va vous faire la pression. Mais là, vous avez raison, là, vous êtes un bon. D'ailleurs, je soupçonne que vous êtes un syndicaliste de Marrakech, des radiologues de Marrakech. Mais en tout cas, le message est très bien passé, professeur Ziwa, ne vous inquiétez pas, mais je peux vous rassurer. C'est pour l'intérêt de tout le monde. C'est pour l'intérêt de tout le monde et pour en profiter. Vous avez raison. Et je pense que c'est très important, d'autant que je pense que nous, ce qui nous intéresse à Promamec, notre mission, c'est de fournir des solutions innovantes et compétitives sur le marché. Donc, on ne cesse pas, je dirais, en interne chez vous, d'essayer d'identifier les meilleurs partenaires dans le monde qui ont des solutions innovantes et compétitives. Donc, le volet compétitivité pour nous est dans le cœur de notre mission et on y tient énormément parce qu'on veut banaliser la techno,
On veut que les professionnels de santé au Maroc aient accès à la dernière technologie rapidement Voilà. pour qu'on puisse aller dans le sens que le Maroc est une plateforme médicale euro-africaine pour attirer des flux des patients africains, pour mieux soigner les patients marocains qui sont au Maroc. Donc, nous sommes absolument alignés par rapport à que ce soit les directives gouvernementales ou vraiment le cœur de notre mission, elle est là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, professeur, le message est bien passé. Je crois que nous avons couvert l'ensemble des points. Je souhaite juste revenir sur deux, trois éléments, professeur, puisqu'on parle justement de deep learning ou d'intelligence artificielle, qui est extrêmement important. C'est qu'il y a un point qui a été dit. C'est aujourd'hui, Newsoft ont des logiciels, on verra sous quelles conditions nous pourrions les mettre à disposition de nos clients avec plaisir. Mais un prérequis pour les centres de radiologie, tout de même, et j'aimerais justement qu'on ouvre, c'est la première question du débat, et je vais laisser aussi la place à tous les participants qui sont connectés, de poser aussi leurs questions. Un des premiers éléments qui est intéressant, c'est pour aller vers exploiter des logiciels de deep learning, d'intelligence artificielle, nous avons besoin d'un prérequis. C'est quoi le prérequis? C'est le big data, c'est les cas cliniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres de radiologie devraient commencer à codifier les cas cliniques, les structurer dans la machine, quel que soit, est-ce que c'est un serveur externe, est-ce que c'est dans une workstation, est-ce que, peu importe la manière comment on les code et on les stocke, ou est-ce que dans le PAX-RIS, parce que vous avez aussi la solution PAX-RIS dans le centre de radiologie, vous pouvez faire de l'archivage dans le PAX-RIS, mais il faudrait, ce qui est plus important, c'est de structurer les comptes rendus de manière à ce que derrière, si vous pouvez mettre des logiciels, ils vont aller pointer dans la base de données des cas cliniques. Or, si vous voulez détecter avec la plus grande précision des patients pour que vous puissiez dire ce patient, nouveau patient, il arrive, il est avec telle pathologie, je vais aller interroger ma base de données avec tous les cas cliniques. Plus vous avez le maximum de cas cliniques possible, plus votre précision et votre capacité à faire le diagnostic et le logiciel peut faire, il serait intéressant. Parce que l'algorithme deep learning, c'est quoi? Il n'invente pas quelque chose dans son cerveau. Il va aller pointer sur des bases de données. Il va aller apprendre au travers de quelque chose que nous avons stocké par le passé. Et donc, je dirais le premier prérequis qui est extrêmement important pour les centres de radiologie, si on veut faire des diagnostics et dépistages avec la plus grande précision, c'est de travailler le big data, travailler les bases de données des cas cliniques. Ça, c'est numéro 1. Une fois numéro 2, maintenant, tout le monde essaie de développer des solutions à la base de machine learning pour permettre un meilleur diagnostic et la plus grande décision. Parce que, et vous l'avez très bien souligné, professeur Ziwa, c'est que ce qui vous intéresse comme radiologue, c'est éviter que le patient passe 2-3 fois, qu'on injecte des rayons de manière fréquente et régulière à plus grande dose, avec le risque effectivement d'impacter le patient. Et c'est justement un des objectifs de logiciels, c'est de réduire le maximum le temps d'abord d'injection de rayons à faible dose et le minimum possible, voire pas du tout. Parce que si un patient a déjà fait une radio il y a un certain temps, si vous interrogez la base de données pour rapprocher par rapport à d'autres cas cliniques, peut-être que vous n'aurez même pas besoin de refaire un examen. Je ne sais pas. Ça dépendra de ce que le logiciel va vous dire aussi. Donc, je pense que c'est intéressant. Et par là même, donc, je souhaite ouvrir le débat avec tous les participants qui sont toujours connectés. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, vous avez la possibilité d'écrire un message. Alors, je vais juste réduire ça. Donc, j'ai effectivement deux questions. Alors, très bien. Première question, nous avons une question pour vous. Il faut faire requêter des données exactes et pour les avoir, il faut une grande collaboration multidisciplinaire pour avoir un dictionnaire précis. Effectivement, le dictionnaire précis. Donc, ça, c'est une question que vous pouvez voir sur les éléments. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a toujours un démarrage à tout. Il faut un démarrage à tout. Et il faut, dès qu'on a commencé et on met en place un système justement d'archivage des cas cliniques, une fois on a mis du temps à standardiser, ça devrait aller effectivement. Et vous avez raison sur la multidisciplinarité pour parler de la même chose, du même langage et du même dictionnaire. Absolument raison. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez les écrire par chat. Moi, j'ai une question à Xavier. Comme il a dit tout à l'heure, Mounir, donc il y aura une base de données qui va stocker tous les examens radiologiques qu'on a fait. Et ce logiciel, autant qu'on a beaucoup d'images, il va creuser pour faire un diagnostic. Alors, ma question aujourd'hui, comment il va creuser ce logiciel pour toi, Xavier? Est-ce que sur la sémiologie, est-ce que sur un compte rendu qui était attaché avec les données du patient, ou comment ce logiciel travaille d'après votre… Bonne question. C'est un mix des deux en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir un compte-rendu qui devrait être standardisé. Actuellement, il est standardisé en Chine,
et il faudrait qu'ils se standardisent à l'échelle mondiale. Donc, je pense que vous avez compris ce sur quoi on est actuellement en train de développer. Donc, le but du jeu, après, une fois que ce compte-rendu sera standardisé, c'est de l'étudier et de faire le tri en fonction des pathologies qui peuvent être associées. Et donc, c'est à partir de cet instant-là qu'il va y avoir un énorme progrès dans la montée en puissance. Parce que avoir une banque de données de patients Covid, c'est bien. Mais si ce qui est en face vous indique juste écrit Covid, mais ne vous indique pas la bonne lésion, le logiciel n'apprendra rien en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire un mix entre des comptes rendus qui sont standardisés pour que le logiciel puisse apprendre si ce qu'il apprend est juste ou pas. D'accord. Et ces comptes rendus, ils sont incorporés dans le logiciel, c'est-à-dire que, comme par exemple le Coloscan, je dis n'importe quoi. Le Coloscan, tu fais ta recherche, tu fais tes repères, tu fais tout, et après, il te donne le compte rendu. Comme la classification d'Asgard. Vous parlez de ce compte rendu, ou bien c'est le compte rendu du radiologue qui va être inséré avec les bases de données de ce patient comme pièce attachée. Donc, le logiciel, il va chercher dans quel compte rendu? C'est ça la question. Alors, actuellement, je ne peux pas tout vous dire, vous vous en doutez. On est en train de développer sur, on va dire, sur les pays qui sont reconnus internationalement. Je pense que vous avez une grosse partie de la réponse. Et si mes collègues chinois ont été chercher un petit français, je pense que vous vous doutez bien de la réponse, que je ne peux pas vous donner ouvertement. D'accord. Voilà. Je comprends. Super. D'autres questions des participants? Donc, nous avons effectivement des questions ici. Alors, nous avons une question. Est-ce que Newsoft ne veut pas se lancer sur le développement des algorithmes prédictifs au lieu de se limiter à les classifier comme vous l'avez dit? En fait, je pense qu'il faut juste expliquer davantage le deep learning, comment ça fonctionne, Xavier. Pour l'instant, on n'est pas parti sur… Je vois la question de M. Mohamed Touil, du docteur certainement Touil. Est-ce que Newsoft ne veut pas se lancer sur le développement des algorithmes prédictifs? Alors, pour répondre à la question de Mounir aussi, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais en fait, il faut bien prendre en compte qu'il existe différentes branches d'intelligence artificielle. Et actuellement, beaucoup de personnes parlent d'intelligence artificielle, mais au final, il y a très peu d'entreprises qui développent de l'intelligence artificielle. Donc, parmi ces différentes branches, pour l'instant, nous sommes sur de la détection. On ne peut pas mettre toutes nos ressources financières d'un coup, puisqu'on a aussi des développements importants, CANER, IRM et autres. Mais pour l'instant, comme on a été pris de court, tous, je dis bien tous, par le Covid, on est obligé de partir sur cette détectabilité. Pour le prédictif, ce sera une prochaine étape. C'est une excellente question qui englobe aussi la question de Mounir, mais pour l'instant, on est dans la détection. Le prédictif sera certainement une prochaine étape. On en parle déjà en interne, mais ça demande encore plus de ressources. Vous allez me dire, en Chine, il y a énormément de monde, et ça demande des ressources qui ne sont pas illimitées. Ah, merci. C'est une excellente question. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Je pense qu'il y avait Dr Derby qui a posé une question. Oui, au début, c'était… Alors, je vous laisse la lire. Il a rajouté, effectivement, c'était la première question sur la collaboration multidisciplinaire. Il parlait de filtrage. Est-ce qu'il ne faut pas filtrer les données pour ne pas induire en erreur ces logiciels pour des images semblables avec des diagnostics très différents? L'histoire de filtrage des données. Dr Xavier. Le filtrage, moi, à mon avis, on parle de sémiologie. Donc, en tant que sémiologie radiologique, le langage doit être exactement le même. On a vu naître, moi le premier, des termes qui n'existaient pas par rapport au Covid-19 pour essayer de décrire certaines choses, mais pour l'instant, à l'échelle internationale, au niveau du SI, il n'y a pas de langage commun. Donc, pour l'instant, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, ne serait-ce que pour cocher une case ou mettre un examen dans une petite case qui ne correspondra pas à la case de son voisin.
Donc, le problème, il est là, c'est déjà d'avoir le même langage de communication au niveau international. Et donc, pour faire le tri, je suis désolé de parler des patients comme ça, et de faire le tri et de mettre les patients dans telle case ou telle case. C'est malheureux d'en parler comme ça, mais pour l'instant, à l'échelle internationale, nous n'avons pas encore de retour de coopération de langage commun. Parfait. On tend à y venir et on espère, mais tout en sachant que seules des instances reconnues internationalement, je dirais la SFR par exemple, étant français, permettraient de créer ce bloc et ce lien. D'accord. J'ai une petite question un petit peu technique et un petit peu pour nos radiologues. Au fait, pour la technologie Newsoft et logiciel Newsoft, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire le dernier logiciel que vous avez ou vous travaillez sur lui, est-ce que tous ces logiciels ils sont installés sur toutes les machines, n'importe quelle machine? Ça veut dire que aujourd'hui, tu vas pas me dire, tu vas avoir ce logiciel une fois si tu achètes le 64 barrettes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, est-ce que même avec un sage, je peux bénéficier de cette intelligence artificielle qui permettra de se balader comme radiologue et pas être pressé par le prix pour avoir tel logiciel qui reste toujours dans la science et dans l'intérêt du patient. Et c'est là où je retourne vers Newsoft pour répondre peut-être à cette question. Alors, moi, je vais essayer de faire une réponse commune avec Mounir. Ouais. Puisqu'en fait, nous, on propose, Mounir, tu n'hésites pas à reprendre la main, hein, on propose le logiciel UOYAN, qui est pour l'aide à la détection et le suivi du Covid-19. On le propose gratuitement sur nos consoles de post-traitement. D'accord. Donc, je ne vais pas faire le serpent dans la réponse. Tout a un coût, mais effectivement, nous on part du principe que c'est une attente mondiale, une attente de tous les, je dis bien les clients, et pas que les clients. Donc c'est aussi un effort de participer à la détection et au suivi de ce Covid-19. Voilà, bien sûr. Donc ça, on parle bien sûr de logiciels pour le Covid-19, hein, effectivement, parce qu'il y a un contexte mondial momentané qui a nécessité son développement et sa mise à disposition pour aider, je dirais, dans un esprit de responsabilité sociale d'entreprise. Donc très bien, c'est bien noté, effectivement, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, professeur Ziwa, donc nous, on est qui effectivement équipons tous les centres de radiologie au Maroc, on est disponible à travailler avec nos professionnels de santé et toute chose qui doit être immédiatement mise en place de manière optimale, on n'hésitera pas, nous, à Promamec, en tout cas, à le proposer à tous nos clients du moment où le constructeur autorise son utilisation et mise en place. Mais ça, il n'y a aucun souci. Donc, je dirais, votre chargé de compte pourra traiter ça avec vous sans aucun problème, professeur Ziwa. D'autres questions nous avons sur ici? D'accord. Donc, je pense qu'on est quasiment dans le temps. On est parfaitement dans le temps. Je vérifie juste s'il n'y avait pas une dernière question. En tout cas, c'est très bien. Voilà, donc on est dans les temps. En tout cas, merci. Je pense qu'il y avait deux questions. Ouais. Je pense qu'il y avait deux questions qui ont apparu sur le… Non, en fait, c'était de monsieur… Dr. Twill. Oui, on a déjà répondu, en fait. D'accord. On a déjà répondu. C'est une question, mais écrite en deux parties. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le radiologue? Je ne sais pas, est-ce que tu l'as cette question? C'est juste moi qui… Non? Ah oui, c'est une question de… Excusez-moi. Alors, effectivement, il y a une question. Alors, dernière question. Professeur, avez-vous eu des cas de Covid sur femmes enceintes? Si oui, quelle en a été la spécificité? Non, heureusement, non. Heureusement, non. Ouais. Mais si on l'avait, on va appliquer des scanners si la patiente en fonction de la date de cette grossesse. Voilà. Donc, sinon, on va se contenter avec une PCR et puis la clinique. Donc, on utilise la PCR, on ne met pas de scanner dans ce cas-là. Ça dépend de l'âge de la grossesse. Hein. Ça dépend. Si on est on peut aller jusqu'à 6 mois et tout ça, mais ça dépend. On évite d'utiliser des scanners, c'est la femme enceinte.
Mais je pense que pour le cas de Covid, il n'y avait pas de souci en dehors d'un cas d'urgence vitale, suspicion d'embolie pulmonaire avec une dame qui ne s'améliore pas et qui a une détresse respiratoire avec une désaturation. Donc, je pense que là, on pourra passer le scanner parce que c'est le pronostic vital sur le bébé. Si je peux me permettre, oui, moi j'ai eu à étudier un cas d'examen en fait. Heureusement qu'on avait notre technique de New AI denoising en fait. Là, j'étais en recherche, on m'a envoyé l'examen. Donc, c'était une patiente qui avait des dimères au plafond, mais alors au plafond. Ils ont fait une suspicion de recherche d'embolie pulmonaire et effectivement, il y a une belle embolie pulmonaire. On a dû faire une acquisition ultra basse dose. On s'est retrouvé avec un CTDI de 0,1. Je n'ai pas pu vous montrer ce genre d'examen. Je vais vous le dire, hein, pourquoi je ne vais pas vous mentir. C'était sur le Newvis Epoch, le 512, le 16 cm, la machine la plus rapide au monde qui va sortir très bientôt. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pu me permettre. Mais effectivement, donc, on m'a envoyé les images que j'ai traitées en virtualisation très rapidement. Et tout est apparu là où on ne voyait rien dans l'image, qui était très bruitée. On voyait une embolie pulmonaire massive, bilatérale, malgré un CTDI de 0,1, DLP 4,2. Mais bon, voilà, ça reste que des mots, faut attendre. Super, super, génial. Mais là, par contre, pour le professeur Ziwa, là, c'est du très, très haut niveau en machine. Là, écoute, Xavier, on va donner vos coordonnées à tous les radiologues. Certainement, c'est juste pour avoir des avis, pour avoir à consulter sur le plan technique avant d'acheter une machine. Donc, et puis après, on va faire la pression sur Mounir et sur les responsables commerciaux. Alors, justement, avoir la belle machine validée par Xavier et répondant à tous les critères de logiciel avec un prix qui est imbattable. Moi, si je peux donner un conseil, de tous les examens que j'ai pu voir en Usoft, mais aussi toutes marques concurrentes, quand un patient est en détresse respiratoire, c'est pas facile de trouver un compromis entre la résolution temporelle et la résolution spatiale. Parce que si on est axé pas vasculaire, si on est axé vasculaire, on a besoin de résolution en contraste. Mais si on est basé seulement parenchyme pulmonaire, eh bien, on va se baser sur la résolution spatiale. Donc, trouver un compromis de résolution spatiale en réduisant au maximum le temps d'acquisition, c'est un compromis qui n'est pas toujours facile à utiliser. Donc, il faut se tourner vers des machines et vers des acquisitions à des pitchs très ouverts avec des vitesses de rotation très rapides et avec une collimation ouverte. Voilà, très rapidement. Voilà. Alors justement, donc, pour ce point qui est intéressant, c'est que le message clé que je retiens, c'est qu'il y a plusieurs solutions effectivement en fonction de la demande et du besoin du radiologue et de son budget dans la gamme de produits la plus large possible Iniosoft, du basique jusqu'au scanner le plus sophistiqué. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle et ça nous rassure dans notre choix d'avoir sélectionné Iniosoft pour nos clients au Maroc. En tout cas, nous n'avons plus aucune question. Je tenais à vous remercier beaucoup pour ce débat très intéressant, interactif. Il y avait plusieurs questions qu'on s'est posées qui n'étaient pas prévues d'ailleurs d'être présentées. C'est génial, ça a rendu les choses beaucoup plus spontanées et beaucoup plus, je dirais, dans le réel. Donc ça, c'était très important à voir. Donc, en tout cas, le lien de cette présentation, il sera disponible et on le transmettra à tous pour effectivement retrouver les slides qui ont été utilisés et les questions-réponses qui ont été répondues. Je remercie beaucoup professeur Ziwa pour son temps un samedi soir dans une Marrakech qui est belle. Elle aurait bien voulu aller se balader avant 20h. En tout cas, mais toi, tu n'as pas la limitation d'horaire, mais elle a préféré être parmi nous pour débattre, pour échanger d'un thème d'actualité. Merci beaucoup, professeur, pour votre temps. C'était très instructif vos retours. Xavier également, c'est un samedi chez toi à Bordeaux. Merci Plaisir beaucoup. partagé. Merci beaucoup pour ta spontanéité et les réponses aux différentes questions que tu as bien voulu. Je remercie tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin avec nous de ce webinaire, donc, qui nous permet de terminer d'ailleurs quasiment dans le temps. C'est-à-dire il est 19h, c'était le temps de fin de webinaire. Donc, merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres webinaires plus, Inch'Allah, pour le suivi de ce que nous avons discuté et pour le futur.